Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour la couverture continue de l'élection présidentielle anticipée en Algérie. Plus de 23 millions d'Algériens se rendent aux urnes en ce 7 septembre pour élire le nouveau président de la République pour un mandat de 5 années. Abdelmadjid Tebboune, Abdelali Hassani Cherif, Youssef Aouchiche, les 3 candidats au poste suprême comptent sur le vote de leur électorat aujourd'hui. Les bureaux de vote continuent d'ailleurs d'accueillir les électeurs depuis ce matin 8 h. Nous irons à leur rencontre et nous ferons également le point avec nos envoyés spéciaux à l'intérieur du pays mais aussi à l'étranger. Et avant d'entamer le débat de cette émission, je vous propose tout d'abord de faire le point en chiffres avec le taux de participation depuis ce matin à cette élection présidentielle anticipée. Un taux qui a atteint à 13 h les 13,11% au niveau national et les 16,18% au sein de la communauté nationale à l'étranger. Des chiffres qui ont été annoncés par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi. Le prochain taux sera lui annoncé à 18 h 15 et le dernier est attendu pour 21 h 30, soit pratiquement 1 h 30, 2 h après la fermeture des bureaux de vote. Et puis, je vous rappelle que ce matin, aux environs de 10 h, le taux de participation était de 4,56%. Voilà, ma voix, mon vote, mon Algérie. L'Algérie vote donc en ce 7 septembre, une élection déterminante pour l'avenir du pays et que vous suivez avec nous depuis plusieurs semaines déjà, de la campagne électorale au déroulement du scrutin. Aujourd'hui, en passant par le vote de la communauté à l'étranger et les bureaux itinérants, nos envoyés spéciaux sont tous mobilisés à travers le territoire national mais aussi à l'étranger pour nous tenir informés en temps réel. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Gamal Abina, analyste des questions internationales et politiques, qui sera avec nous depuis Paris. Riyad Sidawi sera également avec nous, expert en géopolitique et directeur du CARAPS. Il est avec nous depuis Genève. Mondar Tabet sera également avec nous depuis Tunis. Il est directeur central du système d'information de la documentation, de la formation et de la coopération. Et puis, j'aurai également le plaisir d'avoir Nazim Sini, professeur Nazim Sini, en dernière partie d'émission. Il est enseignant en économie et spécialiste des questions géopolitiques. Il sera avec nous depuis Marseille. Et puis sur le plateau, j'ai le plaisir d'être accompagné de 2 messieurs. Tout d'abord, Abdelkader Soufi, bonsoir. Bonsoir. Alors je vous présente, vous êtes docteur et chercheur dans les questions stratégiques et sécuritaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous ce soir. Est également avec nous Idel Sassi. Bonsoir, monsieur Idel Sassi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes expert international en économie et finance. Exactement. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir fait le déplacement. Restez avec nous. L'Algérie vote, c'est tout de suite. Abdelkader Soufi, j'entame ce débat avec vous. Alors, quelle est la portée de cette élection présidentielle qui intervient, on le rappelle, dans un contexte très complexe? Absolument. Donc, le contexte, comme vous le dites, international surtout, il est là et nous sommes en pleine transition d'un mode monopolaire ou unipolaire vers un mode multipolaire, mais surtout, comme disent les géopoliticiens, il y a un déplacement aujourd'hui du heartland, pratiquement de l'Eurasie, vers le sous-continent africain. Et ce sous-continent africain, où l'Algérie se met en position en tant que pivot, fait l'objet justement d'une attention particulière des condamnations, mais surtout par rapport à une approche interne, ou on va dire par rapport à un facteur endogène, les Algériens ont compris l'importance de ces élections, notamment par rapport à tout ce qui se passe, comme vous l'avez dit, à travers le monde, mais surtout pour cette transition réussie depuis
2019, là où l'Algérie avait un choix à faire, ou aller dans la déperdition, s'engouffrer dans un abîme sans fin, ou trouver un moyen de se ressaisir. C'est ce qui a été fait, donc avec toute une série de réformes qui a permis à l'Algérie non seulement de se maintenir en vie, mais surtout à faire prévaloir ses capacités humaines, ses capacités d'État, aussi cette possibilité d'émerger en tant que puissance économique. Là, on arrive justement à s'en débarrasser du peu qu'on a pu de cette dépendance, mais qui reste aussi importante de la rente pétrolière. Donc, il y a un défi majeur, c'est ce défi qu'entreprend de prendre en charge les trois candidats à travers leurs programmes qui ont été mis donc en exergue et qui a fait l'objet de l'élection du 7 septembre où les Algériens sont sortis pour dire leur mot, pour donc doublement choisir donc le futur président, mais surtout donner cet appui de ce qu'on appelle de l'importance du partenaire social qui est le peuple et qui va, en d'autres termes, mettre effectivement en place, ou la mise en place du pacte social tel qu'il a été établi. Très bien. Edir Sassi, c'est un défi majeur qui attend le futur président dans cette conjoncture complexe, conjoncture internationale complexe. Oui, je suis d'accord. Le 8 septembre, beaucoup de chantiers urgents sur le plan, au moins sur le plan économique, le pouvoir d'achat des Algériens, les questions des risques majeurs, des chocs futurs. Donc le pays a montré une résilience, au moins depuis la crise de la Covid et puis toute l'instabilité géopolitique qu'on connaît. Donc c'est l'élection la plus importante après la crise du Covid. Donc c'est un rendez-vous très important. Donc il y a eu une ère des réformes, une façon de faire qui a montré, pour montrer la différence avec d'avant 2019. Donc il y a eu des réformes structurelles importantes. Ces réformes c'est des lois. Donc il y a eu des réformes profonde, donc de changer la façon d'investir, de changer, de donner plus de transparence pour la gouvernance, exactement. Sur le plan financier et sur le plan de l'investissement et de la valeur de la monnaie, tous ces sujets, c'est des sujets, à partir du 8 septembre, c'est des sujets importants. Et donc, la participation des Algériens à ce rendez-vous et donc, donnera très certainement du confort pour le candidat qui sera élu pour pouvoir mener ces réformes majeure et très importante. Donc nous sommes dans un carrefour sur ce sujet-là qui est le sujet de l'économie, des attentes réelles des Algériens quant aux questions du pouvoir d'achat et de la valeur de la monnaie et des perspectives pour les jeunes en général. Oui, donc l'économie finalement ça a été le cheval de bataille lors de cette campagne électorale pour les trois candidats. Oui. Exactement, parfaitement. Nous sommes. Alors pourquoi l'économie? Bon, il y a eu. On parle de géopolitique. Donc, les gens ont compris, en tout cas, qu'il faut produire chez soi. Oui. D'accord? Donc, il faut domicilier, il faut mettre la production locale. L'Algérie est un pays qui dispose des ressources. Donc, localiser en Algérie, c'est plus un avantage. Donc, on a les ressources sur place. Le pays devra aller vers des efforts plus accentués pour devenir un hub. Donc, devenir un hub parce que nous sommes proches d'un marché, parce que nous voulons accueillir le pipeline, la logistique, nous sommes la porte de l'Afrique, mais nous sommes aussi une porte vers l'Europe. Il faut ne pas l'oublier, c'est très important. Donc il faut réfléchir à l'ouverture de l'économie algérienne de façon à mondialiser l'économie algérienne et avoir plus de visibilité de l'économie. Les réformes qui ont été menées depuis 2019 jusqu'à maintenant, demain, il faut que ça soit pratique sur le terrain et de façon concrète. Et j'ajoute un point très important. Nous sommes dans une société, l'Algérie est jeune. Bon, la manière de communiquer avec la jeunesse algérienne en général a changé. Donc il y a les médias sociaux, il y a beaucoup de manières nouvelles de communiquer. Il faudrait qu'il y ait dans l'avenir un effort supplémentaire pour expliquer
la majorité des Algériens qui sont jeunes, qu'est-ce qui se passe réellement? Oui. Quelle est cette importance? Pourquoi c'est un rendez-vous majeur? Et pourquoi réellement ce que ces réformes vont permettre demain, c'est important. Donc j'espère en tout cas à partir du 8 septembre que tout cela sera possible. Très bien. De toute façon, quelle que soit l'issue maintenant, donc le futur président aura un certain nombre de défis à prendre et non des moindres. Et l'Algérie ne doit pas se reposer sur ses acquis, niveau économique notamment. Non, mais parce qu'aussi, comme on a suivi la campagne électorale, les engagements de tous étaient pratiquement très, très relevés. En plus, je rejoins parfaitement ce que disait Monsieur Sassi, c'est que le plus important, c'est arriver à créer une richesse interne. Cette richesse qui permet, vous me contredisiez, qui permet d'abord de lutter contre l'inflation. Arriver à 3%, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, avoir sa propre, j'allais dire, révolution industrielle, développer ses capacités avec une approche qui a déjà été mise dans le cadre du NEPAD, ça veut dire la transversale, la dorsale africaine, l'autoroute, les rails, aussi donc choisir la diversification du partenariat africain à travers le projet Nigal, qui ramène les gaz du Nigeria vers le Niger aussi, donc l'Algérie vers l'Europe. L'exploitation des minerais rares et des gisements tels que celui de Rajbilet, au-delà de l'exploitation du fer, vous savez, il y a plein d'entreprises intégrées qui vont permettre l'émergence d'une industrie beaucoup plus importante que l'on pense et dont pratiquement 90% des industries à travers le monde ont besoin du fer et des dérivés du fer. Ce qu'on peut faire du fer, c'est extraordinaire. Nous avons le fer, nous avons la technologie, nous avons le savoir-faire aujourd'hui, et nous avons donc un climat d'investissement favorable qui permet l'investissement direct et qui permet justement de conjuguer l'ensemble des efforts, que ce soit du partenaire investisseur étranger, le partenaire national ou le partenaire étatique. Tout cela pourquoi? Pour créer d'abord donc des zones de richesse, et cela devrait toucher au-delà du secteur industriel, pharmaceutique, agricole, transformation, arriver à un produit fini, mais surtout s'engager sur le marché africain qui représente 3 500 milliards de dollars de PIB annuel. Vous savez ce que c'est? Atteindre 5 ou 10%, c'est pratiquement 300 milliards de dollars par an. C'est un pari jouable du fait que la capacité, elle est là, mais aussi c'est un fardeau sur le dos du futur chef de l'État qui doit faire avec tout cela, mais cela n'est pas seul, car, vous l'avez dit, le contexte régional, il est un paramètre à prendre en considération. Voilà. Alors, Idir Sassi, avant de passer aux trois candidats donc, qui se sont rendus au niveau des bureaux de vote aujourd'hui pour accomplir leur devoir électoral, une dernière question côté économie. Alors, plusieurs initiatives, vous qui êtes expert en économie, plusieurs initiatives ont été prises pour dépoussiérer, on va le dire clairement, hein, le climat des affaires en Algérie au cours des dernières années, au cours du mandat du président Abdelmadjid Tebboune. Pensez-vous que cette élection permettra justement à l'Algérie de continuer sur cette lancée, de continuer à attirer les investisseurs étrangers notamment? L'opportunité d'investir en Algérie, elle est claire pour les investisseurs. Et les considérations qui sont d'ordre gain financier, ça veut dire le flux financier, le flux des investisseurs au niveau mondial, savent qu'il faut localiser la production là où il y a la matière. Il faut partir là où il y a le marché. Il faut partir là où il y a les ressources, le Nigeria, etc. Donc le pipe, les infrastructures logistiques, etc. Donc ça c'est un fait. Les réformes légales, donc la loi
il y a eu des lois importantes. Donc la loi sur l'investissement, la loi qui garantit la transparence pour la distribution des terrains, la loi. Donc c'est des lois qui sont importantes en tout cas pour l'Algérie. C'est des lois qui étaient difficiles de mener ces réformes dans le passé. Donc ça s'est fait. Il y a une garantie de plus de transparence, etc. Je pense que le nouveau souffle qui est attendu, permettez-moi de le dire, c'est une question d'hommes. Donc de façon claire, le cadre est là. Donc maintenant, il s'agit d'aller dans l'exécution effective et une exécution méthodique des choses. Une économie ne peut pas se permettre des perturbations, des décisions, comme on dit, over the night. Donc il faut de la visibilité. En termes fiscaux, il faut un calendrier fiscal pour donner la visibilité à un investisseur, même les nationaux. Donc, il faut toute cette façon de faire méthodique qui va augmenter, en tout cas, notre ratio, notre bancabilité, on va dire, et donc donner plus de confiance d'abord à nos propres investisseurs, à nos propres capacités, donc en donnant la stabilité, mais en même temps aux investisseurs internationaux qui, on a tous vu, en tout cas les chiffres, et puis les attentes donc, de ce que pourront faire après en termes de transformation des produits agricoles, de l'énergie et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est tout cela. Je pense que la prochaine étape serait l'amélioration de la gestion. Et on parle donc d'un facteur humain qui sera très important. Le cadre, il est là. Voilà. Très bien, très bien. Alors, se joint à nous depuis Paris, Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, je rappelle, vous êtes analyste des questions internationales et politiques. Gamal Abina, il y a quelques instants, nous évoquions avec mes deux invités ici sur le plateau le développement de l'économie algérienne, donc durant les 5 dernières années, et le défi majeur qui attend le prochain président. Est-ce que vous pensez que l'intégration de la diaspora, vous qui êtes résident donc en France, est-ce que vous pensez que l'intégration de la diaspora dans le développement de l'économie algérienne est une nécessité aujourd'hui? Oui, je pense que c'est une nécessité impérieuse. On a bien compris que cette campagne présidentielle s'est faite sous l'auspice de l'économie. On a bien compris que la valorisation de l'économie nationale est essentielle, qu'avec un PIB qui a bondi de pratiquement 100 milliards en 2 ans, eh bien, il y a vraiment une véritable, je dirais, un cercle vertueux qui s'est installé et qu'on ne peut pas faire sans la diaspora. Je prends l'exemple du foot, par exemple, où la diaspora a eu un rôle déterminant. Je prends l'exemple encore dernièrement des Jeux Olympiques, où on a bien vu qu'une binationale algérienne a fini par remporter une médaille d'or. Donc, il y a de la valeur ajoutée en plus dans la diaspora, parce qu'en Algérie, effectivement, on a des richesses, on a des potentialités, on a des gens très bien formés, on a des avantages comparatifs incomparables, énergie abondante et pas chère, des salaires dont le coût est bas, des coûts en termes fiscaux qui sont très bas aussi, de surface industrielle considérable et abondante, et la possibilité de pouvoir se positionner. Il faut jamais oublier que l'Algérie est au centre de l'Afrique, plus grand pays arabe, plus grand pays africain, que c'est littéralement un pays qui est central, c'est quasiment le centre du monde si on découpe le monde sur une planisphère. Et donc l'Algérie a des ouvertures non seulement vers l'Europe, ça a été dit, vers l'Afrique, mais aussi effectivement vers l'Asie et vers les Amériques, en passant par le détroit de Gibraltar. Donc la diaspora a un rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'on a des idées. C'est pas qu'on est meilleur que les gens d'Algérie, parce qu'ils sont très bien formés. C'est qu'on a des idées nouvelles, on a vu autre chose, on a été en contact avec le dur, avec l'organisation rigoureuse de certaines entreprises, avec effectivement la difficulté à créer de la richesse en Europe parce que c'est difficile. Et tout cela fait que la diaspora devient de fait une véritable force, une dynamique de réussite. Et on l'a observé. Même des Algériens qui sont partis à l'étranger et qui ont eu des idées, comme le phénomène de Yassir par exemple, sont revenus en Algérie pour y apporter leur valeur ajoutée. Donc la diaspora doit s'investir, commence à le faire, et on le voit dans l'investissement en termes des élections. On sent bien qu'il y a une sorte de changement de paradigme. On sent que l'Algérie commence à s'éveiller enfin, ce géant qui était endormi, et la diaspora doit participer parce que c'est 20% tout de même de la population algérienne qui est à l'extérieur. Il y a une grande partie, le grand contingent qui est parti dans les années 50-60, mais on a aussi tous ceux des 90 qui sont partis, qui sont que des cadres formés, 200 000. Tous ces éléments doivent être convergents pour construire une nation puissante et faire en sorte que l'Algérie en 2030 soit la première puissance économique africaine. Alors justement, une seconde question, Gamal Abina, vous qui êtes en contact constant avec cette diaspora, quelles sont les demandes qu'elle fait justement cette diaspora pour pouvoir être partie prenante de l'économie du pays? Alors j'ai effectivement lancé beaucoup d'appels à l'investissement en tant qu'acteur individuel. Je ne parle pas au collectif parce que les Algériens sont très individualistes. Par contre, je parle
à l'individu pour travailler pour le collectif. Et qu'est-ce que je disais de nombreuses fois? Investissez chez vous parce qu'il n'y a pas de plafond de verre en Algérie. Quelqu'un qui travaille et qui est déterminé réussit toujours. J'ai rarement vu un retour avec des échecs. J'ai beaucoup d'amis qui sont repartis investir et qui ont réussi. Mais une chose importante, c'est qu'ils demandent d'abord, ils avaient demandé la réduction du prix des billets d'avion, on l'a compris, le rapatriement des corps de nos anciens quand ils disparaissent. Et surtout, et c'est le plus important, ils ont demandé des facilités pour investir en Algérie, que le code de l'investissement qui a été réformé soit beaucoup plus lisible, que les banques soient accessibles, qu'on ait des banques en France, ça commence à arriver, qu'on ait la possibilité d'être financé éventuellement dans un apport d'investissement en Algérie, mais surtout que l'investissement soit facilité avec des bureaux uniques d'investissement, avec des structures pérennes dans lesquelles on aurait peut-être, pourquoi pas à Paris, au consulat, des bureaux qui nous permettraient d'investir directement en Algérie, parce qu'il y a un besoin nécessaire non seulement de connaître le marché algérien, de se positionner sur ce marché et de se faciliter en investissement en apportant des idées nouvelles, en ne faisant pas comme de par le passé où il y avait de l'argent qui était distribué et transformé en voiture et non pas en investissement productif. Là, aujourd'hui, la diaspora espère se positionner parce qu'elle sait qu'elle a un rôle à jouer, parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Quand nos parents sont arrivés en Europe, ils avaient à l'esprit le retour en Algérie, le retour pour reconstruire leur pays. Quand ils sont arrivés en Europe, ils se sont dit, nous allons apporter notre pierre à l'édifice et il faut aujourd'hui, nous sommes responsables de cela, répondre à cet appel que nos parents avaient lancé. Très bien, merci Gamal Abina. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. On va s'intéresser à présent au vote des 3 candidats aujourd'hui. Donc les 3 candidats ont accompli leur devoir électoral en début de matinée, à commencer par le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Cherif. Le candidat du MSP a voté au niveau de l'école Karouch Slimane à Bir Khadem à Alger. Il s'est ensuite adressé à la presse présente sur place. On regarde. Alors, il semblerait que l'image tarde à venir, donc je demande à la régie de nous envoyer l'image donc de Abdelali Hassani Cherif qui s'exprime au micro de la presse après le vote. En ce qui nous concerne, cette élection nous a permis de proposer un projet prenant en compte les intérêts de notre nation et notre peuple, mais également les aspirations de la génération montante, synonyme pour être le tremplin vers une vie meilleure et également mettre à contribution toutes les volontés et unifier toutes les énergies. De son côté, le président de la République et candidat indépendant Abdelmajid Tebboune a voté à l'école Ahmed Arwa. C'était à Bouchaoui, toujours à Alger. Il s'est lui aussi adressé aux médias présents au niveau du bureau de vote. Abdelmajid Tebboune qui espère que l'Algérie sera toujours victorieuse. مفصلية لأن أتمنى أن من سيفوز بهذه الانتخابات سيواصل المشوار مشوار مصيري بالنسبة للدولة الجزائرية وبالنسبة للشعب الجزائري حتى نوصل نقطة لا رجوع في التنمية الاقتصادية وفي بناء ديمقراطية حقة مش ديمقراطية الشعارات ولكن ديمقراطية الحقوق للمواطن. وانتم تشاهدوا العالم يشهد ان الجزائري يوميا يوم بعد يوم يزيد يكتسب حقوق اخرى ان شاء الله حتى نلبي له كل طلباته وكل رغباته. اتمنى الخير كل خير للوطن العزيز تاعنا ونتمنى كذلك الجزائر ان تكون دائما في كل الظروف منتصره ان شاء الله. Alors ce scrutin a une grande importance. Il s'agit d'une étape cruciale pour l'Algérie et celui qui sera élu devra poursuivre le parcours. C'est ce qu'a martelé donc le président candidat Abdelmajid Tebboune. Regardez. الداخل والخارج راه يتابع في الجزائر مش من اليوم فقط. داخل والخارج
شافوا أن الحملة الانتخابية كانت حملة نظيفة جدا. الفرسان الثلاثة كانوا في المستوى وأعطوا صورة مشرفة جدا للجزائر وللديمقراطية في الجزائر، وأتمنى إن شاء الله أن تكون قدوة الناس آخرين بحول الله. رسالة للخارج، أنا قلت لك رسالة للخارج، الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإفريقي والمتوسطي، وراهم كل يتابعوا، وإن شاء الله الأمور تفوت بسلاسة وتفوت بكل ديمقراطية. Le candidat du FFS, Youssef Aouchiche, lui était dans la commune d'Assi Youssef, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il a accompli son devoir électoral au niveau de l'école Mohamed Saïd Meziani. رسالتي لكل الجزائريات والجزائريين. Mon message s'adresse ici à tous les Algériennes et Algériens. Ceux qui n'ont pas encore exprimé leur choix, nous leur disons qu'ils ont entre les mains tout le pouvoir pour construire leur avenir à travers leur voix, s'ils sortent en nombre pour contribuer au projet du changement, au projet du renouveau, de la confiance au sein de notre société. Youssef Aouchiche qui a insisté sur le changement qui, selon lui, est un trait principal de son programme. Il appelle à mettre l'intérêt de l'Algérie avant toute autre considération. Nous incarnons un projet dont le trait principal est le changement et pour construire un socle politique qui a pour vecteur la volonté populaire et les intérêts nationaux d'abord et avant tout. À retenir également, en plus du vote des trois candidats, le vote du Premier ministre Nadir El-Arbaoui qui a appelé tous les citoyens algériens à l'intérieur du pays comme à l'étranger à se rendre aux urnes et à participer en force à cette élection présidentielle. On écoute Nadir El-Arbaoui qui s'exprimait depuis l'école Omar Haïta à Del Ibrahim à Alger. أنا سعيد اليوم بممارسة حقي الدستوري كمواطن لانتخاب رئيس الجمهورية للفترة القادمة. Je suis heureux d'avoir accompli mon devoir constitutionnel en tant que citoyen. Une occasion s'est présentée pour moi lors de l'élection du président de la République durant la prochaine période. À travers vous, j'invite tous les citoyens et citoyennes, aussi bien de l'intérieur que de l'étranger, à se rendre aux urnes et à contribuer massivement à cette élection. Ce scrutin revêt une importance capitale, tout d'abord pour le renforcement du processus démocratique dans notre cher pays. Comme vous le savez, ces élections se déroulent dans un contexte territorial et international très instable. Cette situation pourrait connaître d'autres développements avec ses dangers et répercussions, mais j'ai confiance en notre vaillant peuple algérien pour choisir le candidat le plus méritant afin d'assurer la stabilité et le progrès dans une Algérie développée, prospère et victorieuse. Voilà donc pour ce qui est du vote des trois candidats et du Premier ministre, la suite de cette émission dans quelques instants. Bonsoir à vous, si vous venez de nous rejoindre, l'Algérie vote en ce 7 septembre. On poursuit cette émission et je me tourne vers vous à présent, Monsieur Sassi. Alors ce vote aura suscité un engouement particulier auprès des Algériens, ici comme ailleurs. Par quoi s'explique justement cet engouement? Par les enjeux. Il y a eu beaucoup d'appréhension quand même par rapport au taux de participation.
Mais je pense que la scène, je vais parler un petit peu politique, même si ce n'est pas mon périmètre, mais je pense que les gens ont le choix. Donc nous avons un candidat socialiste qui est M. Aouchiche, le candidat du FFS. Nous avons un candidat libéral qui est M. Hassan et nous avons la ligne nationale centriste, on va dire, qui est M. Abdelmajid Tebboune. Je pense qu'ils sont plus, ils ont de la ligne nationale, ils sont plus les progressistes, démocrates, c'est Aouchiche, voilà. Et les conservateurs, c'est M. Hassan. Exactement. Les républicains, c'est ceux qui sont derrière le candidat indépendant. Exact. Ça, c'est la lecture politique. Disons que le choix, il y est. Ça veut dire si on veut... choisir si on est de gauche ou de droite, etc. Absolument. Donc on a le choix. Donc je disais tout à l'heure que l'amélioration de la communication envers les jeunes, ça veut dire la façon d'arriver à expliquer aux jeunes, il y a en tout cas beaucoup d'attentes parce qu'on a vu une façon différente de traiter pour la transparence par rapport à l'économie, etc. et de placer le pays sur la bonne l'orbite qui se doit en termes de respect des règles et des lois. Donc ça, c'est des réformes difficiles. Donc les attentes sont toujours le pouvoir d'achat pour les Algériens, la classe moyenne qui se cherche, qui veut retrouver un confort de vie par rapport à la disponibilité des voitures, par rapport à des questions pratiques. Donc ça d'un côté. De l'autre côté, une jeunesse, malgré tout, malgré le confort qu'on peut avoir dans un pays, on a besoin aussi de voir ce qu'il y a ailleurs. Donc on veut sortir un pays, quel que soit le pays dans lequel on vit. Si demain j'ai l'information que je peux aller nulle part, c'est un problème. Donc l'amélioration du passeport algérien, c'est vraiment primordial. Moi je veux bien que les jeunes peut-être qui réfléchissent aujourd'hui à laisser un endroit où il peut faire un diplôme de médecine, où il peut faire un crédit, il peut faire une société, il peut faire beaucoup de choses. Il est chez lui, il y a beaucoup d'opportunités justement pour les jeunes. Donc de laisser tout ça et d'aller quelque part alors que sans perspective et d'être exploité, etc., bien sûr, ce n'est pas à 100%. Il y a des gens qui réussissent aussi ailleurs. Parce qu'ailleurs, ces jeunes, on les appelle des expatriés, mais pour nous, c'est des émigrés. Voilà, donc l'expatriation, elle est valable pour tous les êtres humains. Donc on a tous les mêmes besoins. Donc l'amélioration du passeport algérien, le jeune peut aller voir. Il va se rendre compte qu'il vit quelque part où il peut réellement réussir. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc c'est tout cela, c'est l'amélioration de cette communication et de cibler avec justesse les vrais besoins des Algériens. Et donc tous ces enjeux en termes de risque et toute cette importance, puisque c'est une date charnière, c'est ce qui revêt l'importance de cette élection pour l'avenir du pays. Abdelkader Soufi, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. Vous rejoignez donc les propos de M. Sassi. Absolument. Je voulais rebondir sur la question de l'amélioration de la position du passeport. Moi, je me souviens que quand il n'y avait pas de visa, les Algériens pouvaient sortir à l'étranger et aller et revenir. Donc, en fin d'été, il y en avait ceux qui allaient faire des vendanges ou travailler, passer des vacances, et revenir à chaque fois que c'est possible. En Algérie, ils avaient le choix d'être établis ici ou ailleurs. Aujourd'hui, le phénomène de la harga, on dépend essentiellement de cela, parce que les gens qui ne réussissent pas, ne veulent pas revenir par peur de ne pas pouvoir repartir après. Et donc, c'est pourquoi ce phénomène a pris une dimension extraordinaire. Sinon, je crois qu'avec l'amélioration de la condition de la vie, et c'est tant mieux que cette fois-ci, les élections ont porté sur l'approche socio-économique. Et que améliorer une condition de vie, c'est à quoi aspire aussi la diaspora qui veut revenir en Algérie, qui veut investir en Algérie, car ils ne se sont jamais dissociés de leur identité, qui est l'identité algérienne première, même ceux qui sont nés outre-mer. Et c'est pourquoi je pense que donner une capacité réelle par rapport à l'existant, à ce que peut devenir l'Algérie, à ce que peut être l'Algérie, ne serait-ce que par rapport à sa vraie valeur. La valeur de l'Algérie, elle est là. Nous avons dit tout à l'heure que les éléments ou les pierres angulaires pour construire un grand pays sont là. Nous avons la ressource naturelle, nous avons l'énergie, nous avons la position géopolitique, nous avons
la position stratégique, nous avons la ressource humaine ici et ailleurs, nous avons besoin juste de conjuguer l'ensemble des éléments, faire un bon plat, pour le dire autrement, pour pouvoir tirer profit, et cela ne pourra que fatalement donner bénéfice à l'accomplissement qui a été fait. Les Algériens sont prêts ailleurs à revenir, ils l'ont déjà fait, ils sont prêts à investir. La bonne volonté ici, elle est là, elle existe. Je pense que les trois candidats en ont fait leur cheval de bataille. En plus, et l'un des principaux problèmes qui est lié à tout cela, c'est le secteur banquier et financier qui est en pleine réforme. Aujourd'hui, nous avons déjà quelques banques, 2 banques, je pense, algériennes qui sont installées en France, la BEA, je pense à Paris, à Marseille, si ma mémoire est bonne. Aussi, nous avons quelques nouvelles banques en Afrique, en Mauritanie, au Sénégal. J'espère que cela puisse y être un peu partout à travers le monde pour permettre aux Algériens et à la diaspora d'avoir accès à son argent, de faire des transferts, mais surtout par rapport aux actions d'investissement à l'étranger ou par rapport aux actions commerciales. Je vais vous donner un exemple. Quand on a produit et vendu à un moment en Mauritanie et au Sénégal, nous ne pouvions pas, je parle des opérateurs économiques, ne pouvaient pas avoir accès à leur argent tout de suite, car ils devaient attendre que cet argent devait transiter par 2 ou 3 banques pour arriver en Algérie. Permettez-moi de vous couper la parole 2 minutes, Monsieur Abdelkader Soufi. Le temps de retourner vers Gamal Abina qui se trouve à Paris, qui doit nous quitter dans quelques instants. Gamal Abina, nous parlions donc économie, vous nous entendiez, vous écoutiez ce que nous étions en train de dire. Nous parlions économie avec les 2 invités ici sur le plateau. C'est à l'heure des défis économiques, l'Algérie donc vote. C'est une nouvelle ère, un moment décisif pour notre pays. Tout à fait. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très concret pour vous parler du changement de perception. Il y a, en 2019, aux élections, les premières élections qui ont fait la nouvelle mandature, il y avait des manifestants très importants à Paris contre l'élection qui empêchaient les gens d'aller voter. Là, je vous donne le chiffre, 5 manifestants qui étaient opposés, 5. Donc ça veut dire que c'est devenu marginal. La question économique, effectivement, est centrale. D'abord, une assise politique solide. Ensuite, effectivement, rappeler qu'on doit apporter la valeur ajoutée, la valeur travail doit être valorisée. Et de rappeler, et c'est important parce que les gens ont tendance à oublier, on communique peut-être pas assez là-dessus, sur le plan macroéconomie, donc la grande économie, l'Algérie est un des pays les mieux gérés au monde. La première compagnie africaine depuis 25 ans, c'est la Sonatrach. Et surtout, en termes de qualité, de gestion et de valorisation de la valeur ajoutée, on n'a pas beaucoup de leçons à prendre. Le souci maintenant, c'est sur le plan microéconomique, que les PME, PMI puissent se libérer, faire en sorte que le pays puisse libérer ses énergies. Et je pense qu'effectivement, quand on parle beaucoup de la jeunesse, parce que c'est 70% de la population à moins de 30 ans, on doit mettre beaucoup l'accent sur la nouvelle économie qui est importante. On a parlé beaucoup des start-up, mais pas seulement. On doit aussi faire en sorte que tout l'écosystème économique algérien puisse absorber les travailleurs. Et il y a aussi quelque chose d'essentiel, ça a été évoqué sur le plateau, la question des réformes bancaires qui sont en cours. Alors la BEA n'est pas encore ouverte malheureusement en France parce qu'il y a les blocages qui viennent du côté français, je l'ai appris récemment. Sinon, ça fait longtemps que le dossier est déposé. Mais à la limite, si on veut contourner ces difficultés, j'ai envie de dire, parce que j'ai discuté avec un économiste une fois, il faudrait peut-être prendre la possession d'une banque en difficulté en Europe ou en France. Comme ça, on a tout l'écosystème bancaire et surtout, on a une valeur ajoutée qu'on ne maîtrise pas en Algérie, c'est celle du marché financier. On n'a pas de marché financier en Algérie, on a de bourse d'Alger avec 5 ou 6 malheureuses actions cotées. On ne lève pas de capitaux à l'international avec ça. Je pense que l'Algérie devrait commencer à s'intéresser au marché financier, financiariser une partie de l'économie pour lever des capitaux et rester dans une certaine éthique économique, évidemment, mais faire en sorte, par exemple, que l'Algérie devienne un hub commercial, un hub aérien, un hub infrastructurel, je parle des autoroutes, des trains et autres, mais surtout un hub financier, capter les capitaux. Regardez les valorisations boursières incroyables, que ce soit le Euronext, que ce soit le marché américain avec le Nasdaq ou le CAC 40, comme je vous parle de différents marchés comme ça, ou simplement le Dow Jones, tous ces indices qui sont très puissants, capitalisent sur eux
à l'image de la City dans laquelle j'étais récemment, des sommes faramineuses d'argent sans avoir à trop galérer. Parce qu'en réalité, la problématique qui se pose, c'est les investissements directs étrangers, les IDE, qui ne sont pas capitalisés en Algérie. On peut passer par la voie financière avec cette capitalisation. Et puis, dernière chose, moi, en tant que diaspora, je vous le dis, si on a une banque algérienne ou des banques contrôlées par l'Algérie, avec label Algérie qui s'installe en France, mais on va tous mettre au moins une grande partie, sinon tous nos revenus dedans. On va devenir acquéreur de biens immobiliers en Algérie. On va investir dans la bourse des valeurs en Algérie. On va se positionner comme étant des acteurs productifs, car il faut savoir que la diaspora algérienne est une des plus riches de France. Donc il faut tout faire pour capitaliser. Sinon, on va toujours passer à côté de l'essentiel. Il faut utiliser les armes du capitalisme pour pouvoir vaincre dans le capitalisme. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie est un pays en devenir. Sur le plan macroéconomie, le travail est fait. Maintenant, il faut attaquer la microéconomie, les réformes bancaires, financières, et je pense que le pays, en 2030, peut se positionner comme étant la première puissance africaine. Très bien, merci Gamal Abina. Monsieur Siassi, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Gamal Abina? Définitivement, donc la réforme bancaire, donc la Banque d'Algérie doit suivre. Donc la loi sur l'investissement et les lois qui sont sorties, la loi sur la monnaie et le crédit a prévu des banques d'affaires, donc elle a introduit des réformes. La Banque d'Algérie doit suivre. De quelle façon? Il faudrait réfléchir à... J'ai vu dans le programme des candidats, donc la thématique bancaire et financière, le contrôle d'échange, toutes ces questions. Maintenant, sur le côté pratique, soyons vigilants parce que nous avons un environnement propre. Parler du contrôle d'échange, il faut une méthodologie de travail. Je disais tout à l'heure qu'il faut faire les choses correctement. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser... arrêter des intrants sans avoir un plan derrière, c'est problématique. Donc sur le plan financier, la stabilité du pays, il faut que ce soit des réformes bien réfléchies et sur au moins le moyen terme. Donc d'un côté, avoir un bras financier qui puisse investir, parce qu'acheter une banque, on a ouvert quelques agences, on aurait pu acheter un réseau bancaire africain. Donc pour le faire, il faut avoir un fonds financier, donc un bras financier, un fonds souverain qui puisse fonctionner comme un fonds d'investissement et non pas un trésor public qui va absorber des déficits. Donc il faut faire la distinction entre les deux logiques. Mais tout cela, à mon avis, en tout cas, toutes ces réformes, il faut de la sérénité sur le plan économique. Et donc cet informel qui circule, qui est très lourd. Il faut réfléchir à le faire rentrer. Comment faire? Il faut réfléchir à des sortes d'amnistie ou à des mécanismes, en tout cas, qui vont apporter de la sérénité sur le plan économique, social et tout le reste. Donc, la prochaine étape, très certainement, il va y avoir beaucoup d'attentes sur ce sujet-là. Très bien. Messieurs, donc on a parlé économique, on va fermer un petit peu cette... Avant de fermer, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas cité qui est important aussi. Oui. La numérisation qui permet de faire de la guerre à l'évasion fiscale. À l'évasion fiscale aussi. Hein. L'évasion fiscale qui est pratiquement de 110 milliards de dollars. Exact. Et tout cela, en tout cas, quand vous avez des milliards de dollars à l'extérieur, il faut penser à des solutions pérennes. J'ai utilisé le mot amnistie, que ce soit sur le plan social, économique et même politique. Mais tout cela, c'est ce qui va très certainement donner un sens à toutes ces réformes, en tout cas, qu'on a vues dans le mandat précédent et pour l'avenir, en tout cas, du pays, surtout au regard des risques dont on est en train de parler. Et une bonification pour le pays. Oui. Exactement. Très bien, messieurs. Merci. Donc, on va clore un petit peu ce débat économique pour passer à autre chose. On rappelle que dans leur programme, les trois candidats ont parlé économie, mais ils ont aussi parlé de l'aspect social et de l'aspect sécuritaire, des aspects sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants. Le temps de s'intéresser à présent au déroulement du scrutin dans les différentes régions du pays, à commencer par Alger, la capitale où tout a été mis en œuvre pour faciliter le vote des citoyens. Aujourd'hui, l'Algérie fait face à de grands défis avec son entourage et ses voisins. En tant que peuple et citoyen, nous soutenons ce processus électoral et nous soutenons également la démocratie. Notre peuple doit voter et choisir le candidat adéquat dans l'intérêt de notre pays et des Algériens. Que Dieu nous protège et qu'il protège le pays
et ses serviteurs. J'ai voté avec mes enfants et en famille. Nous votons en masse, nous sommes libres et personne ne nous impose pour qui voter. C'est à nous de choisir notre président pour que l'Algérie soit libre et indépendante. Pour moi, celui qui ne vote pas pour son pays n'est pas algérien. En tant qu'Algérien, je donne ma voix librement et je choisis celui qui travaille pour le bien du pays. Je suis venue donner ma voix pour celui qui la mérite, pour que l'Algérie poursuive son parcours. Je voterai pour celui qui prendra soin des jeunes pour qu'ils vivent dignement. On veut de la stabilité dans notre pays pour nous et pour les générations futures. Et j'espère que l'Algérie sera toujours debout devant toutes les nations du monde. Et on retrouve justement notre envoyé spécial à Alger, Kherdine Batache. Bonsoir Kherdine. Bonsoir Nouhat. Alors Kherdine, comment est-ce que s'est passé ce scrutin dans les différents centres de vote aujourd'hui ? Eh bien, il s'est passé tout simplement, Nouhad, dans les meilleures conditions possibles. Cela est consécutif à une étape de préparation de ces élections qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Et cela a été sous les yeux de la presse étrangère qui était présente aujourd'hui au niveau des différents centres de vote de la capitale. Une organisation, une préparation, bien entendu, sous l'égide de l'autorité nationale indépendante des élections qui veille justement au grain, qui veille au bon déroulement du scrutin qui est gage justement, ou l'un des gages de la crédibilité de cette élection présidentielle du 7 septembre en Algérie. C'est en effet ce que l'on a noté aujourd'hui lors de notre couverture du scrutin dans l'un des nombreux centres de vote de la capitale. Très bien, Kherdine Batache. Alors vous étiez ce matin au centre de vote de Bouchaoui, où a voté le président candidat Abdelmajid Tebboune. Que pouvez-vous nous en dire ? En effet, Douhad, le centre Ahmed Arwa, l'école élémentaire Ahmed Arwa située à l'ouest de la capitale Alger, plus précisément à la commune de Bouchaoui, le président candidat Abdelmajid Tebboune qui est arrivé vers les coups de 11 h accompagné de son épouse pour justement déposer son bulletin dans l'urne. Le président candidat Abdelmajid Tebboune qui a tenu à s'exprimer face à la presse suite à cela. Il a confirmé lui aussi que la campagne s'est déroulée dans de bonnes conditions et que les 3 candidats avaient rempli leur mission. C'est ce qu'il a estimé en ce qui concerne bien entendu les messages à adresser au niveau national et international. Le président Abdelmajid Tebboune bien entendu a insisté sur la nécessité de crédibiliser ce scrutin qui met l'Algérie dans une bonne place par rapport à certains pays de la région en ce qui concerne la consécration de la pratique démocratique à travers le vote, bien entendu, en ce qui concerne ces élections présidentielles. Voilà ce que l'on pourrait dire, voilà ce que l'on a retenu justement de l'opération de vote du président candidat Abdelmajid Tebboune. Merci Kherdine Batache. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Alger. Et puis d'Alger, direction Tizi Ouzou, des navettes ont été mises en place pour permettre aux électeurs habitant dans les villages reculés d'accéder à leur bureau de vote. Comme vous le voyez, tout est bien organisé, tout s'est bien passé. Le taux de participation au vote jusque-là était moyen. On s'attend à une forte participation dans l'après-midi. Il n'y a pas de boycott ici, c'est tout le monde qui est conscient. C'est grâce au FFS qu'on a réhabilité la politique au niveau de la commune. On a mené une campagne de sensibilisation pour les inciter à voter afin d'obtenir un changement et avoir une autre vision dans ce pays, si Dieu le veut.
voter pour vraiment un changement et pour une autre vision dans ce pays, Inch'Allah. On essaie de mobiliser au maximum les citoyens باش يجوا يفوتيو en force. D'ailleurs, on a préparé les centres. Voilà, on a fait une bonne préparation concernant les centres de vote. En même temps, on a pris en charge même les transports pour les déplacements, surtout pour les personnes âgées. On a pris le transport en charge, surtout les villages qui sont un peu loin du centre du vote. Et comme j'ai dit, surtout les personnes âgées, comme il fait un peu chaud, alors on va prendre en charge les gens qui vont venir voter. Voilà. Voilà, comme vous l'avez vu sur les images, le déroulement du vote s'est donc très bien passé dans les différents bureaux de vote auxquels on a eu accès aujourd'hui. Puis il y a aussi ces images qui nous parviennent de la wilaya de Bou Mardès où les Algériens de la région se sont aussi déplacés pour aller voter. Et de Bou Mardès, direction l'ouest du pays, plus exactement la wilaya de Naama, où il y a eu un certain engouement des habitants en ce jour de vote. Regardez. J'ai voté pour le pays, vive l'Algérie. Je souhaite tout le bonheur pour mon pays. Aujourd'hui, c'est un jour national, c'est un devoir national que chaque Algérien doit faire. J'ai voté pour l'Algérie en toute liberté et transparence et vive l'Algérie. J'ai voté ce matin pour l'Algérie. Que Dieu protège notre pays et que le nouveau président soit celui qui va prendre en main le pays. Et ce sont finalement les mêmes scènes que l'on retrouve un peu partout au niveau des bureaux de vote. Dans la wilaya de Tissemsilt, l'organisation semble être au beau fixe. En ce qui concerne les élections qui se déroulent aujourd'hui, nous avons réuni toutes les conditions pour le bon déroulement de vote. On avait à faciliter le processus pour tous les électeurs afin qu'ils puissent accomplir leurs devoirs en toute sécurité et confort. En ce qui concerne le corps électoral, nous avons enregistré 177 555 électeurs départagés sur nos 149 centres et 522 bureaux de vote. Nous avons voté aujourd'hui pour participer à l'essor de notre pays. Nous avons voté pour la bonne personne qui va faire avancer le pays. On espère que de bonnes choses pour notre pays, pour nos enfants et pour tout le peuple algérien. Et avant de poursuivre nos différentes escales au niveau des différentes wilayas du pays, je dois vous dire au revoir, Monsieur Idel Sassi, parce que vous nous quittez. Merci, merci d'avoir été avec nous en cette première partie d'émission. Merci pour l'invitation pour cet événement spécial et beaucoup d'espoir pour notre pays. Merci à vous. Donc je rappelle que vous êtes expert international en économie et finance. Et mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Retour sur le plateau de l'Algérie Vote, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission, on continue notre tour d'horizon pour cette élection donc présidentielle. Et le flux de votants n'a pas affaibli dans le sud du pays. Les Algériens ont également répondu présent à l'appel électoral. C'était notamment le cas du côté d'Al Mghayar.
Nous venons accomplir notre devoir national, c'est notre pays, peu importe les conditions, nous espérons une Algérie victorieuse. Je suis présent ici et le peuple sera présent en force dans cette nouvelle wilaya numéro 57. Nous espérons du nouveau président la transparence et qu'il soit au service du pays, surtout pour les nouvelles wilayas. On espère que les élections se passent bien et que le meilleur gagne. Nous voulons des personnes qui travaillent. Vive l'Algérie! Idem du côté de Béchar, où les électeurs se sont déplacés en masse en dépit des fortes chaleurs. Nous sommes venus accomplir notre devoir national comme il se doit. J'espère que tout se passera dans la transparence. On espère la bonne personne au bon endroit. Chacun doit donner son avis et c'est une liberté personnelle. Et un peu plus au sud, à Illizi, si certains citoyens ont privilégié le vote au repos, d'autres attendent que les températures baissent un peu avant d'aller voter. Aujourd'hui, c'est le jour de l'élection du 7 septembre. Peu à peu, les électeurs commencent à affluer vers le centre de vote. Dieu merci, le peuple d'Illizi est un peuple conscient et ils commencent à venir pour accomplir leur devoir. Dieu merci. Si Dieu le veut, pour ces élections, on aura un président qui va servir la nation et qui prendra en charge nos doléances. Avec ces pluies, on espère une année pleine de succès, Inch'Allah. Nos envoyés spéciaux se sont également rendus à Adrar, où le vote se déroule là aussi dans de bonnes conditions. En tant que délégation de l'ANI à Adrar, nous vous informons qu'à ce jour, à 8 h, le début officiel des élections et de l'opération électorale au niveau de l'école Ali ibn Abi Talib s'est déroulé dans de bonnes conditions. Au niveau de la wilaya d'Adrar, le nombre de centres de vote est de 535 bureaux dans 4 itinérants. Le nombre total du corps électoral est de 136 106 électeurs et le nombre d'encadreurs avoisine les 4667. Le nombre d'électeurs itinérants a atteint hier 1678 votants. Dans l'ensemble, les préparatifs pour cette journée se sont déroulés dans de bonnes conditions. Et les bureaux de vote n'ont pas désempli, même si les conditions climatiques ont rendu le déplacement pour le vote un peu plus difficile dans certaines zones. C'était justement le cas du côté de Tienzawaten. Nous avons accompli notre devoir électoral. Nous espérons que tous nos frères du Sud, ceux qui sont loin, viennent voter et accomplir leur devoir comme nous l'avons fait. L'affluence est importante et va encore augmenter. Ce qui nous a poussé à venir voter en force, c'est que c'est un devoir national et que chaque citoyen algérien doit l'accomplir.
Et enfin, à Tindouf, les Algériens ont également profité de cette journée pour se rendre aux urnes. Nous sommes venus voter pour les présidentielles, pour un président qui œuvrera pour le bien du pays. Nous sommes fidèles au serment de l'Algérie, ceci dans un cadre de transparence et des élections intègres et libres pour tous les citoyens algériens et pour un pays développé qui a sa place sur la scène internationale. Je suis citoyenne algérienne. Le scrutin ici à Tindouf est organisé de la meilleure des façons. Je souhaite le succès à nos enfants et au nouveau président. Ces élections se passent dans de bonnes conditions. Nous espérons que ce sera des élections intègres. Nous souhaitons le meilleur pour notre pays en espérant que le nouveau président développera le pays, en espérant également que ces élections donneront à l'Algérie une belle image. Voilà donc pour ce tour d'horizon du vote à travers le territoire national. Et puis se joint à nous depuis Genève, monsieur Riyad Sidaoui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Bonsoir. Donc monsieur Sidaoui, je me tourne donc vers vous pour vous poser une question concernant le programme donc des candidats tout au long de la campagne. On a pu constater dans les différents discours et les programmes des trois candidats qu'ils étaient basés sur trois aspects essentiels qui revenaient souvent. On a eu l'aspect économique qu'on a abordé en première partie d'émission. Il y a eu l'aspect social, mais aussi l'aspect sécuritaire. Monsieur Sidaoui, l'aspect sécuritaire, quels sont les défis justement qui attendent à ce niveau le prochain président algérien ? L'Algérie connaît aujourd'hui, d'ailleurs comme son voisin la Tunisie, des défis sécuritaires assez importants. Tout d'abord, la situation chaotique en Libye. N'oublions pas que la Libye traverse le désert actuellement. L'OTAN en 2011 n'a pas cassé, détruit uniquement le régime de Kadhafi ou le gouvernement de Kadhafi, mais l'État libyen et son armée, sa colonne vertébrale. Donc, d'où la fragmentation de la Libye, la partition de la Libye. Aujourd'hui, on voit bien que la ligne Jafra-Sirte coupe la Libye entre la Cyrénaïque à l'est et la Tripolitaine à l'ouest. Le Fezzan aussi. Aujourd'hui, la Libye a un problème avec sa banque centrale. Donc, c'est un défi sécuritaire, puisque aussi les terroristes de Daesh, ils étaient à Derna, ils étaient à Sirte, en Libye, et puis aujourd'hui peut-être aussi dans les pays de Sahara. Donc, sont défis réels. Le terrorisme a changé de compte de la Syrie et de l'Irak après sa défaite, et aussi grâce à l'intervention massive, rapide, violente de la Russie. Il faut dire que la Russie a sauvé l'Irak et la Syrie de Daesh et compagnie. Où vont ces terroristes? Malheureusement, il y a aussi beaucoup de terroristes maghrébins, surtout tunisiens et marocains. On dit ça, je dis malheureusement. Ils sont allés en Libye, puis dans certains pays africains. Et l'Algérie, quand on regarde la superficie de l'Algérie, c'est un continent en Afrique, a beaucoup de frontières avec plusieurs pays, évidemment. Donc le défi sécuritaire est très important, mais aussi la bonne nouvelle qu'il y a l'unité nationale en Algérie. L'unité nationale, donc les trois candidats, il y a un consensus algérien que la sécurité prime, la sécurité est indispensable et tout le monde doit être mobilisé pour la sécurité de l'Algérie. Abdelkader Soufi, l'aspect sécuritaire, comme le disait M. Sidaoui, a également donc été fortement abordé. Et les trois candidats sont revenus sur les menaces d'instabilité de certains pays qui entourent le nôtre. Absolument. Je pense que, comme le disait Dr Sidaoui, l'aspect sécuritaire ne peut pas, en aucun cas, être mis de côté par les trois candidats, car sans sécurité, on ne peut construire un pays, ni penser à construire une économie ou quelque chose dans ce sens-là. Avoir un front intérieur puissant et fort autour de son État dépend de la bonne gouvernance et d'une économie stable et d'une économie forte. Et que la richesse crée la force et la force crée la richesse. Maintenant,
cela dépend aussi de la capacité de l'État à pouvoir faire face aux défis qui la menacent. Et ces défis, ils ne sont pas qu'aux frontières, car des tentatives d'infiltration, elles sont là. Que ce soit par des groupes d'individus, de terroristes ou cellules endormies, ou comme nous l'avons vu, où le groupe terroriste du MAC a essayé d'introduire des armes dans la région de Bijaya. Cela veut dire que la vigilance reste d'actualité et c'est pourquoi les trois candidats sont conscients que l'aspect sécuritaire est un élément central dans toute politique, que ce soit de l'un ou de l'autre. C'est pourquoi je dis que la menace, elle est réelle et la prise de conscience, elle est aussi effective et réelle. Et on ne peut pas dissocier ceci de cela. Donc, je dis que à la menace, il faudrait doublement, et c'est peut-être d'autres enjeux qui attendent le futur président. D'abord, comment faire face à cette menace grandissante, mais comment aider surtout les pays voisins à surpasser. Nous savons que l'Algérie, avec les pays du terrain, a mis en place le process de Tamanrasset 2010, a mis aussi en place le process d'Alger pour nos amis maliens. Ça l'a été aussi pour nos amis libyens. Il y a surtout une approche de coordination et de coopération entre l'ensemble des États voisins avec l'Algérie, en créant des zones de libre-échange, en créant des zones de troc, en activant le principe de la ZLECAf. Tout cela, ce sont autant d'éléments soft qui permettent de mettre... Le président de la République en parlait justement ce matin. Il disait que l'Algérie est partie intégrante de ce monde, hein, de l'Afrique, des pays méditerranéens, des pays arabes. Donc on voit vraiment que l'Algérie est ciblée finalement. Absolument. L'Algérie, j'ai dit que je reprends ce que je disais tout à l'heure, et ça c'est ma propre vision. Vous savez, le cœur du monde, c'est l'Eurasie. C'est là où se passe une guerre en Ukraine. Mais à mon avis, le déplacement du cœur du monde, c'est le sous-continent africain. Ce sous-continent africain où on observe une instabilité et des guerres depuis la Corne africaine jusqu'au golfe de Guinée, en passant par la zone subsaharienne. Dans cette région, l'État le plus puissant, le plus stable en matière d'institutions qui peut supporter donc différentes attaques, c'est bien l'Algérie. Et c'est parce que aussi l'Algérie peut servir de bouclier pour l'ensemble des autres pays. Et je crois que ces élections sont attendues de pied ferme dans différentes capitales internationales pour voir ce qui va en ressortir. Et ce qui en ressortira, c'est surtout cette stabilité de l'Algérie qui permet à beaucoup de multinationales, à des capitales, à revoir leurs calculs, mais surtout savoir qu'une stabilité en Algérie est une porte vers l'ensemble du continent africain. Nous sommes dans le cœur de l'Afrique, et à travers cela, je pense que c'est possible. L'Algérie, avec la Tunisie et la Libye, ont entrepris de faire un partenariat qui peut s'élargir aux républiques nord-africaines et puis qui peut même être élargi aux pays subsahariens. Cela ne peut être que de bon augure, surtout que la dorsale africaine qui arrive bientôt au Niger, le Niger qui peut donc être le point de jonction ou le hub qui permet de dériver vers d'autres capitales africaines, avec les rails aussi, avec le projet Nigal, avec futurement le projet du port de Hamdania, qui peut jouer un rôle
vraiment créer la mutation dans l'approche et la position de l'Algérie et dans son environnement méditerranéen, africain et arabe. Riyad Sidaoui, l'Algérie joue aujourd'hui un rôle pivot géostratégique, on peut le dire. L'Algérie qui s'est imposée durant ces dernières années sur la scène internationale. On le rappelle, l'Algérie est membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a réussi à faire voter un certain nombre de choses. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut dire que l'Algérie dérange ? Oui, je pense que l'Algérie dérange beaucoup les cercles impérialistes. Les cercles impérialistes dans ce monde. L'Algérie a soutenu inconditionnellement la cause palestinienne depuis que l'Algérie est devenue membre non permanent au sein du Conseil de sécurité le 1er janvier 2024. On a vu l'ambassadeur, M. Ammar Jama, comme un lion qui défend la cause palestinienne et aussi la cause sahraouite. N'oublions pas aussi le peuple sahraoui qui souffre toujours d'une colonisation arbitraire et que le Maroc ne respecte pas, comme l'entité sioniste ne respecte pas le droit international, ne respecte pas le référendum. Donc l'Algérie s'inspire des valeurs de la révolution du 1er novembre 1954. Pour comprendre la diplomatie algérienne et le président Abdelmajid Tebboune est le chef de cette diplomatie, il faut aussi rappeler qu'elle a des fondements. Ces fondements se trouve au sein de la déclaration de novembre 1954. Ça veut dire la solidarité et le soutien inconditionnel au peuple pour leur libération. Donc cette politique anti-impérialiste, anti-colonisation dérange beaucoup. D'ailleurs, on voit des médias influencés par les lobbies sionistes dans le monde entier, comment ils attaquent l'Algérie. D'ailleurs, la même chose avec le président tunisien Kais Saïd, dès qu'il a attaqué l'entité sioniste et attaqué surtout la normalisation. On a deux faucons dans le monde arabe contre la normalisation avec l'entité sioniste. C'est le président Abdelmajid Tebboune et le président Kais Saïd. Ils sont totalement anti la normalisation. Évidemment, Paris, Washington, Londres, Tel Aviv n'acceptent pas ces positions. Ils vont essayer. Pour le moment, ils mobilisent leurs médias. Pour le moment, je souligne, ils mobilisent leurs médias occidentaux, dont ils ont une influence très large contre l'Algérie et contre sa position en faveur de la cause palestinienne et en faveur de la cause sahraoui. D'ailleurs, les relations entre le Maroc et l'entité sioniste sont excellentes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un adversaire commun, c'est les Palestiniens, l'Algérie et les Sahraouis. Abdelkader Soufi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la menace est réelle et qu'elle existe du côté de l'Ouest et que l'entité sioniste est à proximité de nos frontières? Absolument. Je crois que l'objectif que se partagent justement le Maroc et l'entité sioniste, c'est de pouvoir déstabiliser l'Algérie. D'abord, le Maroc n'a jamais apprécié le fait que l'Algérie soit une puissance régionale et que, par conséquent, lui qui a d'abord des visées expansionnistes, mais surtout c'est un État vassaillant de servitude que je rappelle encore une fois que la marche verte a été diligentée par Paris et non pas par le roi du Maroc. Et que ceux qui ont permis cette marche verte, donc l'envahissement du Sahara occidental, c'est l'armée française qui a utilisé même le napalm sur le terrain et a assuré une couverture aérienne. La guerre des Sables a été aussi diligentée malicieusement par Paris qui a encouragé le Maroc dans son entreprise. Aujourd'hui encore, ce qui se passe en Palestine et que l'entité sioniste est non seulement... Bon, on sait qu'il y a les Américains qui sont derrière parce que le territoire palestinien occupé est considéré comme étant
une plateforme militaire, un porte-avions pour contrôler le Moyen-Orient. Et surtout aussi, on a vu que parmi les pays qui ont naturalisé leurs actions, normalisé, pardon, je pensais au Maroc qui a participé dans l'éradication du peuple palestinien en envoyant des milliers de soldats marocains dans les rangs de l'entité sioniste. Donc, il y a ce qu'on appelle ce type de réseautage. C'est les guerres nouvelles, modernes, où des entités étatiques, des entités terroristes, crimes organisés et autres, participent dans la déstabilisation de l'Algérie. On voit que chaque jour ou chaque semaine, les services de sécurité mettent en échec des tentatives d'introduction de produits prohibés, de drogue et d'armes, donc, et même attaques, j'allais dire, et terroristes. Cela explique que la menace, elle est non seulement palpable, mais elle est visible. Et c'est pourquoi il faut rendre hommage aussi à l'institution militaire qui a de tout temps été éveillée et que je considère comme étant le système immunitaire de l'État algérien. Et comme elle a pu, cette institution, mettre en échec la tentative d'infiltration du Irak, et elle a pu permettre à l'Algérie de sortir saine et sauve, elle le fait aussi aujourd'hui. Très bien, M. Abdelkader Sofi. Merci. Merci, je dois vous couper parce qu'on a tout de suite une page de pub. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Vous regardez l'Algérie vote sur RAL 24 News. Riyad Sidawi, avant de vous laisser partir, avant de vous libérer, j'ai une dernière question pour vous. Alors, la stabilité d'un aussi grand pays que l'Algérie, peut-on dire qu'elle n'est pas profitable justement à tous les pays de la sous-région ? La stabilité de la Libye, si j'ai bien compris votre question, évidemment participe, la stabilité de l'Algérie. Et tout d'abord, on a une règle d'or en sciences politiques, la stabilité politique conduit à la prospérité économique. Donc on ne peut pas avoir une prospérité économique du peuple algérien sans une stabilité politique. Mais aussi cette stabilité politique algérienne et sécuritaire participe à renforcer la stabilité politique et sécuritaire en Tunisie. Nous savons bien que les relations entre la Tunisie et l'Algérie sont excellentes, étroites et excellentes, et la collaboration c'est dans tous les domaines, et la ligne téléphonique est directe entre deux présidents qui sont aussi deux amis au plan personnel, le président Majid Tebboune et le président Kais Saïd, ce qui contribue aussi à l'amélioration de cette relation et de cette collaboration. Aussi la Libye, où nous savons bien que la Libye est en train de vivre une certaine guerre civile, donc stabilité en Algérie qui influence et renforce la stabilité en Tunisie, donc ces deux pays pourraient réellement aider la Libye. Et je pense que ce sont les seuls capables à aider la Libye de sortir de sa crise d'ordre structurel. Parce que la crise en Libye, ce n'est pas une crise d'ordre conjoncturel, non, mais c'est une crise d'ordre structurel. C'est voulu en 2011 de casser l'État libyen. Donc l'Algérie et la Tunisie pourront participer à créer une stabilité en Libye, donc refonder l'État libyen afin de sortir de sa crise. Donc, la stabilité algérienne, comme je vous ai dit, pourrait influencer ses voisins positivement.
Merci Riyad Sidaoui, merci d'avoir été avec nous ce soir. On poursuit mesdames et messieurs avec cette 6e et dernière journée de vote pour la communauté algérienne établie en France. Notre envoyé spécial à Paris, Nariman Zekar, est parti à la rencontre des électeurs au consulat général d'Algérie ce matin où plusieurs familles se sont déplacées pour un important scrutin. Je vous propose de les écouter. C'est une expérience très intéressante pour moi, en tant que citoyen, en tant qu'Algérien. Et donc, avec grand plaisir, j'ai répondu présent pour donner un coup de main à cette mission. Et franchement, ça se déroule dans les meilleures conditions. Il y a une préparation au moins 3-4 mois en amont. Et donc, c'est grâce à cette préparation, à l'expérience de ceux qui ont déjà organisé des élections auparavant, qu'aujourd'hui, franchement, tout se déroule comme sur des roulettes. Ça se passe très bien, il n'y a pas de soucis matériels ou autres. Pour moi, je suis venu pour mon pays, parce que j'aime mon pays. Et je suis algérien, je ne changerai pas. Je suis venu ici soutenir les votants, puisque j'ai voté mardi dernier. Et sincèrement, j'étais venu pour voir comment ça se passe le jour J, le 7. Et je vois que ça se passe super bien, ça se passe très très bien, il y a toutes les générations confondues. C'est notre devoir, c'est notre coutume, et parce que je suis fier d'être algérien, tout simplement. Et direction Bobigny en région parisienne où se trouve justement notre envoyé spécial Nariman Zekar. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nouhed, bonsoir tout le monde. Alors Nariman, les Algériens continuent de se mobiliser en ce 6e jour de vote pour la communauté nationale établie en France. Comment se déroule cette dernière journée ? Écoutez, énormément de monde pour ce 6e et dernier jour de vote en région parisienne. Ce matin, nous étions au centre de Paris, au 11e arrondissement plus précisément, et la file d'attente postée aux portes du consulat général d'Algérie était très très longue. Des centaines de familles sont venues pour voter toutes ensemble, du retraité à l'étudiant, du salarié à la femme au foyer. On a vu toutes les tranches d'âge, toutes les tranches de la société, de la communauté algérienne établie là-bas en France. Et le processus de vote s'est passé bien sûr dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau sécurité ou bien au niveau organisation, toujours sous la supervision de l'autorité nationale indépendante des élections, en étroite collaboration avec les consulats qui sont un peu partout en France. Alors en ce moment, comme vous pouvez le voir, je me trouve au consulat algérien de Bobigny où le taux de participation était spectaculaire et je pèse mes mots, vraiment beaucoup de monde ici à Bobigny. On parle de 70 000 Algériens inscrits sur les listes électorales. On se croirait presque à Alger, Nouhed, les 70 000 personnes qui ont été éparpillées dans les 15 bureaux de vote que vous pouvez voir juste ici derrière moi. Et pour le moment, nous sommes en train d'assister aux dernières minutes avant la fermeture officielle des bureaux de vote. À 20h précise, heure française, les urnes seront scellées et le processus de dépouillement pourra être entamé. Nariman, deuxième question. Quel a été pour ce 6e jour de vote le sentiment des Algériens que vous avez rencontrés au niveau des bureaux de vote ? Beaucoup d'émotions tout au long de la semaine, pas que en ce 6e jour, beaucoup d'émotions, de la fierté, de la responsabilité et par-dessus tout de la nostalgie, des Algériens nostalgiques et très attachés à leur pays d'origine, à leur pays natal, leur Algérie, comme ils le disent eux-mêmes. On a vu cette semaine passer plusieurs anciens moudjahidines qui sont venus voter avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils nous ont même raconté les souffrances qu'ils ont vécues durant la période coloniale. C'est ce qui a fait qu'ils ont tenu à venir voter afin de rendre hommage aux martyrs de la glorieuse guerre de révolution et de rendre hommage à toutes les personnes qui ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie soit libre.
Merci Nariman Zekar. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Paris. Et nous rejoint depuis Marseille Nazim Sini. Bonsoir. Bonsoir à mon camarade sur le plateau et bonsoir à vous Nouhed. Je rappelle donc que vous êtes enseignant en économie et spécialiste des questions géopolitiques. Merci d'être avec nous. Alors Nazim Sini, ces élections n'ont pas échappé à la critique de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez certainement dû le voir au niveau de sur vos écrans. À croire que cela devient une habitude. Les médias français, on le rappelle, ont lancé une véritable campagne médiatique contre ce scrutin. À votre avis, que cache cette attitude ? Mais écoutez, d'abord, c'est une attitude de velléité, clairement, envers l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la première communauté étrangère établie sur le sol français est d'origine algérienne. Donc vous imaginez, on estime la communauté nationale vivant en France à environ 3,5 millions, et certains chiffres parlent même de 4 millions de personnes. Donc c'est extrêmement important. Et cette communauté, elle a un poids économique, elle a un poids politique, et évidemment, elle participe à l'édification de cette Algérie, je vous ai entendu parler tout à l'heure sur le plateau, d'une Algérie stable, d'une Algérie prospère. Et surtout, les médias français sont eux-mêmes manipulés par une classe politique qui ne veut pas voir émerger au sud de ses frontières un concurrent de taille, un concurrent économique, également un pays arabe qui risque de rayonner dans la région méditerranéenne, un pays qui va disputer leur leadership dans cette mer Méditerranée qui, au final, est un lac, tout simplement. Quand on voit que vous pouvez en quelques heures parcourir de la Turquie jusqu'aux encablures portugaises, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette élection dérange. D'ailleurs, les médias en font les choux gras de la presse, c'est une attaque frontale, ils ne s'en cachent pas, mais aujourd'hui, ce qui est important de rappeler, c'est, et je l'ai vu de mes propres yeux, parce que au-delà d'être un enseignant, je suis aussi un citoyen qui est parti voter, et je peux vous dire que j'ai croisé énormément de personnes qui se sont rendues aux urnes de manière enthousiasmée. Et surtout, ce que j'ai remarqué, que j'ai observé par rapport aux précédentes élections, c'est que là, les 20-35 ans se sont massivement mobilisés. Parce qu'il faut savoir aussi, Nouhed, qu'on est rentré dans une nouvelle époque. C'est la première élection présidentielle post-Covid, où on a subi des chocs extrêmement violents, des chocs sanitaires, des chocs géopolitiques, et on voit la multiplication des tensions à travers le monde. Et aujourd'hui, les Algériens de France et de l'étranger ont besoin de lancer un message fort, qui est de dire, nous voulons protéger l'Algérie, nous voulons la voir prospérer, et nous voulons la voir stable, parce que ça reste effectivement le dernier bastion dans cette région, qui est un pays sécurisé, un pays qui crée des emplois, qui crée de la richesse, et surtout un pays qui est sur la voie de l'émergence. Merci Nazim Sini. Et puis on reste à Marseille pour aller du côté d'un bureau de vote. La communauté algérienne établie donc à Marseille est venue en vague en ce 6e jour de vote, profitant de ce premier jour de week-end pour venir en famille là encore. On est venu pour voter, Inch'Allah, et voilà, on est venu avec les petits. Inch'Allah, fiha khair. Et vive l'Algérie. Moi, je voudrais féliciter le consulat algérien en France de l'organisation. On est rentré, on nous a accueillis et puis on a été voté très rapidement et très facilement. Et j'incite tout le monde à venir voter. Je suis là pour faire le devoir citoyen algérien pour voter. Et je suis là, j'aime bien l'Algérie, j'aime bien que l'Algérie aura un président meilleur qui pourra faire du bien au bled. Et en direct de la cité phocéenne, on retrouve notre envoyé spécial Tinhinen Makassi. Bonsoir Tinhinen. Bonsoir Nouhed, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Al24 News et bonsoir à l'ensemble de vos invités ce soir. Alors Tinhinen, que pensez-vous de ce 6e jour de vote? Est-ce que vous avez constaté que le nombre de votants a sensiblement augmenté aujourd'hui? Alors Nouhed, on peut dire qu'il a augmenté et pas que sensiblement le nombre de votants. Aujourd'hui a été très important. Les premières heures de la journée, on a remarqué une hausse très importante des électeurs algériens établis ici à Marseille. Actuellement, on se trouve dans le bureau de vote numéro 3 qui se trouve au consulat d'Algérie, du consulat général d'Algérie à Marseille. Et
tout au long de la journée, en faisant le tour des bureaux de vote et en discutant avec les gens, on s'est rendu compte et on nous a dit, les électeurs nous ont dit que finalement ils ont attendu ce samedi pour venir voter, pour être au diapason, pour être dans la même émotion, pour être dans le même droit, pour être dans la même ambiance que leurs frères établis en Algérie et partager ce jour de scrutin. D'autres personnes qui ont voté durant la semaine sont venues aujourd'hui dans d'autres bureaux ici au consulat général de Marseille ou encore dans d'autres bureaux pour justement partager ce jour. On a presque l'impression que ce jour, ce 7 septembre, comme l'a dit Nazim Sini avec moi, après tous les chocs qu'a traversé l'Algérie, notamment la crise sanitaire ou encore l'ensemble des abcès sécuritaires qui entourent l'Algérie, deviennent le ciment de cette nation qui veut aller de l'avenir vers l'avenir. Il y a aussi un point qui est très important, c'est le vote de la jeunesse. Tôt dans la journée, il y a eu plutôt la tranche d'âge entre la trentaine, la quarantaine. Mais l'après-midi, vers les 18h, les 17h, ici, heure française, on a vu arriver des jeunes qui votaient pour la première fois. Et justement, ils votent en famille, accompagnés de leurs parents, accompagnés de leurs grands-parents, accompagnés de leurs aînés. Et pour eux, c'est un moment important d'accomplir ce devoir citoyen, ce droit constitutionnel pour la première fois, accompagnés de leurs compatriotes, que ce soit ici, à Marseille ou en Algérie. C'est comme un moment inédit pour eux, mais c'est une première fois qui est historique pour eux. Merci Tinhinan Makassi. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Marseille. Et on reste dans l'Hexagone, direction Lille à présent, dans le nord de la France où se trouve notre envoyé spécial Safwan Ben Sabri. Safwan, bonsoir. Que peut-on retenir de ce dernier jour de vote pour la communauté algérienne établie à Lille ? Bonsoir Nouhad. Alors pour ce 6e et dernier jour de vote, nous nous sommes rendus dans un bureau de vote central dans les départements du Nord, celui se trouvant au consulat général d'Algérie à Lille. Alors on parlait d'une affluence plus élevée pour ce dernier jour, étant donné que c'est un jour de week-end. Et en effet, cette affluence a été au rendez-vous. Les gens aujourd'hui ont pu se rendre ici en famille. On a vu des enfants en bas âge vêtus du maillot algérien, portant leur drapeau. Alors ce vote familial, c'est aussi pour ceux à qui on a parlé qui sont venus déposer leur bulletin dans les urnes. C'est une façon d'exprimer sa voix, c'est une façon d'exprimer son vote, mais c'est aussi une façon d'exprimer un attachement à l'Algérie qui est là, qui existe encore. Et c'est ces occasions dont profitent les Algériens de l'étranger pour exprimer leur attachement à leur pays d'origine ou pays tout court. Très bien, merci Safwan Ben Sabri. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Lille. Et puis nous rejoint depuis Tunis, Monsieur Mondar Tabet, directeur central du Centre d'information, de la documentation et de la formation et de la coopération. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir et félicitations pour le succès de ce scrutin. Nous sommes en train de suivre avec intérêt donc le déroulement du scrutin en Algérie et nous constatons donc une évolution assez positive avec une affluence qui semble être intéressante de la part des Algériens et des Algériennes. Je crois que jusqu'ici, il y a un tableau assez optimiste, je dirais, qu'offrent les élections en Algérie, qui aura certainement des incidences, une certaine influence positive sur le plan régional. C'est très important que de tels rendez-vous soient réussis et que justement la population apporte justement le plus en participant. Depuis tout à l'heure, j'ai suivi la participation surtout des familles algériennes à ce scrutin. Donc, il est très important que la société adhère au rendez-vous politique très important par rapport à l'image extérieure et aussi à la cohésion sociale. Une cohésion qui a toujours fait l'objet de pas mal de complots et de dissidences de part et d'autre. Mais pour l'essentiel, je crois que le processus est
a été gardée par le peuple algérien et que justement cela se passe dans la sérénité et dans un cadre pluriel. Il y a 3 candidats, le président Tebboune, et 2 candidats qui représentent 2 écoles de pensée, l'école socialiste et l'école islamiste, et ceci pourrait justement apporter par cette diversité le cadre général d'un débat national autour des grands dossiers. Les dossiers de développement, les dossiers de la politique étrangère. Je crois que l'Algérie est bien placée pour évoluer dans le sens d'une modernisation de la machine économique, d'un dialogue avec les jeunes qui représentent plus que 33% de la population algérienne, entre 19 et 25 ans. Je crois que l'Algérie est forte de ce potentiel humain et que les grandes réformes qui ont été justement initiées depuis le début de la décennie par le président Tebboune pourront justement voir le jour dans une perception assez précieuse de la part du pouvoir algérien, de la conjoncture internationale, des défis, des troubles justement qui menacent la sécurité nationale arabe et algérienne entre autres. Je crois que par cette conscience et par cet échange intéressant entre le peuple algérien et sa direction, et son élite justement, l'avenir est assuré. Et assuré, du moins il est protégé des aléas de la conjoncture. Et ça c'est très important. Ça nous fait plaisir en tant que Tunisiens de constater que l'Algérie va bien. Très bien, merci Mondar Thabit. Je me tourne vers vous, Nazim Sini. Alors aujourd'hui, l'Algérie joue un rôle pivot par son positionnement géostratégique et la stabilité d'un aussi grand pays que l'Algérie ne peut être que profitable à tous les pays de la sous-région. Qu'en pensez-vous, Nazim Sini ? Non, totalement, j'adhère à vos propos parce qu'effectivement, comme je l'ai dit précédemment, il faut comprendre que l'Algérie a un poids qui est énorme dans la région. Et c'est surtout le dernier bastion de sécurité, de paix. Ça, c'est très important de le rappeler. Quand vous regardez ce qui se passe dans certains pays du Sahel, dans certains pays du Moyen-Orient, vous voyez que c'est une véritable poudrière qui est en train de bouillir quelque part, parfois à quelques kilomètres de nos frontières. Et donc, c'est très important pour notre pays de garder justement cette stabilité-là, d'avoir ce rôle-là de leadership et surtout de fédérer autour d'un projet de paix et d'un processus de développement de l'ensemble des pays du sous-continent. Et il est très important, et ça je pense que beaucoup de pays alliés de l'Algérie, comme la Chine, comme la Russie, comme la Turquie, et plein d'autres aussi, également même en Afrique, ont compris que la stabilité de l'Algérie, c'était quelque part un gage de stabilité de l'ensemble du continent africain. Parce qu'il faut savoir, même dans l'histoire de l'Afrique, que l'Algérie a joué un rôle très important, un rôle majeur, parfois pour permettre une réconciliation, une reprise du dialogue entre des factions dans d'autres pays. Elle a œuvré parfois pour la stabilité dans d'autres régions, etc. Et surtout, ce qui est très important à saluer, c'est la diplomatie active de notre pays, qui a fait avancer pas mal de dossiers ces dernières années. Et encore, je rejoins ce qui a été dit sur votre plateau précédemment, c'est que nous avons 2 dossiers majeurs sur lesquels l'Algérie est immuable, c'est le dossier palestinien et celui du Sahara occidental, le dossier sahraoui, pour lesquels l'Algérie milite parce que ça fait partie de son ADN. En fait, notre pays a toujours milité pour l'autodétermination des peuples, pour la liberté des peuples, pour leur capacité à disposer d'eux-mêmes et de leur avenir. Et c'est pour cela que cette élection, pour moi, elle revêt un caractère majeur. Il suffit de voir, je vous ai dit encore une fois, prenez une carte du monde et observez-la. Vous allez voir qu'il y a des tensions militaires, des tensions diplomatiques, des tensions géopolitiques pratiquement partout sur la planète. Et l'Algérie, dans cette zone méditerranéenne, qui est une zone très sensible, doit continuer justement à jouer ce rôle-là de pacificateur, de pays stable, mais surtout de pays qui tirent l'ensemble de la région vers le haut. Abdelkader Soufi, je reviens vers vous. Je voudrais qu'on revienne sur cette campagne médiatique destinée à dénigrer justement cette élection présidentielle et notamment le futur président. On en parlait tout à l'heure avec Nazim Sini. À votre avis, pourquoi est-ce que ces élections algériennes dérangent autant? Comment est-ce qu'on explique ce besoin
des médias occidentaux de vouloir casser cette élection? Écoutez, ça fait un moment depuis qu'on s'attaque à l'Algérie, donc cette émergence de l'Algérie dérange. Le retour à une stabilité, à une autonomie dans la gestion politique et économique, mais surtout chevaucher sur les intérêts jusque-là plus ou moins acquis pour certaines entités, certains États, et que ces élections vont aller conforter l'Algérie dans sa légitimité et la faire sortir grandie sur un plan démocratique et des libertés de participation. Chose qui est déjà un paradoxe chez un pays voisin où une minorité est en train de s'accaparer du pouvoir au détriment d'une majorité. Nous avons vu les élections législatives aussi. Ceux qui nous ont, je ne le dirai jamais assez, nous ont donné des leçons en matière de liberté et de démocratie, aujourd'hui en font fi. Nous avons vu des étudiants aux États-Unis d'Amérique qui ont été placés en garde à vue, qui ont été empêchés de manifester. Nous avons vu les médias qui s'attaquent un peu à la cause palestinienne et tiennent le même discours. L'Algérie est l'un des derniers pays qui s'oppose justement à cet ordre préétabli et qui est en train de bousculer l'hiérarchie et l'ordre mondial tel que il nous est parvenu. Aujourd'hui, l'Algérie participe activement au sein de l'Organisation des Nations Unies, notamment au Conseil de sécurité, et elle n'a pas, j'allais dire, respecté certains codes qui ont été préétablis. Bien au contraire, elle est là, l'éveil des consciences de la société internationale. Beaucoup de nations commencent à revoir, mais différemment, la question de la Palestine, revoir différemment la question du Sahara occidental. Ça veut dire que aujourd'hui, ceux qui ont été empêchés de dire ou de se positionner par rapport aux aspirations des peuples ont toujours été sous influence d'une vision unique, monopolaire, qui a contraint la majorité des États à se plier à cette vision. Bien au contraire, aujourd'hui, je pense que cette émergence de l'Algérie donne conscience même à des pays qui s'éveillent dans des pays occidentaux, jusque-là territoire acquis à un libéralisme pur et dur. L'Algérie qui revient sur la scène, comme vous l'avez dit, comme vos invités aussi, une puissance économique en Afrique, arabe et aux portes du monde, car n'oubliez pas, nous on oublie, mais eux ils n'oublient pas. L'Algérie qui dominait la Méditerranée et qui dominait une partie de l'océan faisait peur aux grandes nations. Et ils ne veulent pas que cette Algérie revienne. Et ils savent que cette Algérie, si elle revient, ça va être cette Algérie puissante qui marque son territoire et qui dicte sa vision et qui devient un acteur et non pas un état de réaction. Très bien, merci Abdelkader Soufi. Je tiens à présent à rappeler donc le dernier taux de participation à notre élection présidentielle à 13h, 13,11% au niveau national et 16,18% au sein de la communauté nationale donc établie à l'étranger. Des chiffres qui ont été annoncés par le président de l'autorité nationale indépendante des élections qui ne devrait pas tarder à annoncer le troisième taux de participation de cette journée, de cette journée électorale. Abdelkader Soufi, je reste avec vous. Aujourd'hui, en 2024, le taux de participation à l'étranger, il tournait autour de 140 036 électeurs aux environs de 13 heures. Brièvement, est-ce que ça signifie que la politique du président Abdelmadjid Tebboune durant ces années, avec notre communauté installée à l'étranger, était fructueuse, comme peuvent en témoigner ces chiffres? Très brièvement avant de passer à... Oui, absolument. Donc je le dis, je ne le dirai jamais assez. D'ailleurs, les intervenants
algériens en Outre-mer qui connaissent très bien donc, les tenants et aboutissants de la condition humaine algérienne à l'étranger, voient, eux, et ils ont même dit que la donne a changé et que les Algériens sont de plus en plus impliqués dans ce process. Très bien, merci. Un dernier mot, Monsieur Monder Tabet, en direct de Tunis. Monsieur Monder Tabet, vous m'entendez? Il semblerait qu'il y ait un problème de liaison. Nazim Sini, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. Un dernier mot avant de nous quitter autour de cette élection présidentielle, Nazim Sini. Écoutez, un dernier mot, je souhaite bonne chance aux 3 candidats. Je suis très fier de la mobilisation massive de nos électeurs. Et puis surtout, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est une longue vie à notre pays. Il faut saluer le combat de nos aïeux, de nos shuhada, qui sont battus pour que d'abord le vote soit un droit, mais maintenant qu'il devienne un devoir pour perpétuer leur mémoire. Et puis, nous attendons les résultats avec impatience d'ici quelques heures, voire peut-être un peu plus tard, très tard dans la nuit. Mais sachez que c'est un nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie qui s'ouvre et cette nouvelle page va être très prometteuse. Très bien, merci Nazim Sini, merci d'avoir été avec nous ce soir. Monder Tabet est de nouveau avec nous. Monder Tabet, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois très bien. Oui, je vous reçois. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez, Monsieur Monder Tabet? Oui, je vous reçois. Oui, je vous reçois. Est-ce que vous Il semblerait qu'il y ait un problème. Monder Tabet, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, vous êtes là. Alors, Monder Tabet, un dernier mot avant de conclure, avant de clore cette émission. Le dernier mot vous revient. Donc, je constate que l'Algérie est en train d'évoluer, dans le sens d'une démocratisation rationnelle, graduelle et réaliste, et que justement la place de l'Algérie dans l'espace afro-arabe est prépondérante. Ceci rassure les forces progressistes, des forces qui défendent la liberté des peuples et surtout, le plus important, la neutralité par rapport aux puissances étrangères, aux superpuissances qui cherchent justement à dominer et à livrer la bataille donc sur le terrain africain par rapport à une compétition avec la Chine. Il est très important que des puissances régionales telles que l'Algérie soient à l'abri des complots et soient justement dans une situation de cohésion interne. C'est très important de souligner ceci. Ce scrutin ne pourra que renforcer davantage la cohésion du peuple algérien. Très bien, merci à vous, Monsieur Monder Tabet. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Tunis. On arrive à la fin de cette émission consacrée à l'élection présidentielle anticipée. Merci à mes invités d'avoir répondu présents ce soir sur le plateau et dans les bureaux à l'étranger. Merci également à toutes les équipes d'Al24 News mobilisées sur le terrain. Madame, Monsieur, merci à vous également de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite de notre couverture spéciale élection présidentielle. Très bonne soirée.